Joséphine Baker est née en 1906 à Saint-Louis, au cœur des États-Unis, dans le Middle West. Saint-Louis est une grande ville au confluent de deux fleuves célèbres, le Missouri et le Mississippi. Et c'est justement de l'autre côté du Mississippi que se trouve le quartier noir avec la maison des parents de Joséphine. Sa mère est danseuse et son père joue de la batterie. On ne s'entend pas très bien en famille. Pas de confort, pas d'argent, des humiliations, une vie de ghetto. L'avenir de Joséphine ressemble à celui de sa mère, faire des ménages pour les Blancs. Et comme sa mère avant elle, elle se retrouve face au racisme de l'Amérique profonde. Un racisme qu'elle va combattre toute sa vie, mais sans haine. Un jour, de reste, je suis allée à Chicago et il faisait très froid, beaucoup de neige, etc. Et alors, j'ai parlé devant un groupe de jeunes gens et ils m'ont dit, la première chose qu'ils m'ont dit, vous savez, Joséphine Baker, nous admirons beaucoup ce que vous faites, on comprend ça très bien, l'unité entre toutes les gens, mais nous autres, on n'est pas du tout d'accord avec vous. Alors, je me suis dit, j'ai demandé pourquoi. Ils ont dit, nous voulons plus maintenant. Nous n'avons plus confiance, nous voulons absolument notre liberté à nous, et après, on verra. Parce que c'est le manque de confiance. Ils ont perdu la confiance. Et j'ai répondu, vous savez, dans une famille, on ne peut pas vivre seul, dans une ville non plus, dans un pays non plus. Il faut que tout le monde soit uni pour vivre et se comprendre. C'est pour moi la vérité. À l'âge de 13 ans, Joséphine quitte sa famille. Elle est engagée comme serveuse dans un club de musiciens de jazz. 8 mois après, elle se marie. Petite fille en robe blanche, elle a encore l'air d'une communiante. Mais il y a longtemps qu'elle n'a plus une vie d'enfant. À peine mariée, elle préfère la vie d'artiste à celle d'épouse rangée. Joséphine divorce et part en tournée à travers les États-Unis. À Philadelphie, elle rencontre un nouvel amour. Il est garçon de wagon-lit. Il s'appelle Willie Baker. Joséphine quittera assez vite son mari, mais elle gardera son nom toute sa vie. Un nom qu'elle voudrait voir briller sur les affiches lumineuses de Broadway. Nous sommes en 1920. Broadway, c'est le théâtre des Blancs. Les Noirs, eux, se produisent à Harlem. On ne mélange pas. Dans tout le reste de l'Amérique, c'est pareil. Il y a les circuits de salles où jouent les Noirs, pour les Noirs, et les autres, elles sont réservées aux Blancs, pour un public de Blancs. Mais l'idée de Joséphine de jouer à Broadway n'est pas tout à fait une folie. Broadway est le seul endroit des États-Unis où les Noirs peuvent assister au spectacle de Blancs en se mettant au dernier balcon, au paradis des nègres, comme disent les racistes avec condescendance. Mais de là à jouer sur une scène multiraciale, c'est une folie que seule Joséphine peut avoir. Elle pouvait avoir des folies, Joséphine. Lynn Renaud. Par exemple, j'ai un pianiste qui s'appelait Pierre Guillermin, qui avait été le pianiste de Joséphine pendant 10 ans. Et il nous racontait des souvenirs quand elle revenait. Par exemple, il disait, on est au Brésil avec des malles de robes de chez Dior, chez Saint-Laurent, chez Balmain. D'un seul coup, elle allait passer en vitrine, elle allait voir dans une vitrine une très belle casserole, par exemple. Eh bien, elle allait en acheter 100. Elle allait en acheter 100 qui allaient revenir dans les malles avec les robes de chez Dior et tout ça. En 1925, Joséphine Baker est encore à New York. Elle vient d'être engagée au Plantation Club, une copie du célèbre Cotton Club. Elle fait partie du corps de ballet, mais elle n'est pas anonyme. Au cours de la représentation, elle a un petit numéro de danse en solo. Ce petit numéro va changer la vie de Joséphine. Une femme du monde, Caroline Dudley, passe un jour dans la salle et la remarque. Caroline est riche et se croit sans talent. Alors elle a décidé de devenir productrice. Son mari est l'attaché commercial de l'ambassade américaine à Paris.
Elle passe son temps entre New York et l'Europe. Cette fois, elle s'est donné pour mission de ramener un spectacle noir à Paris. Mais il est difficile de convaincre les Américains de quitter leur pays. Joséphine se laisserait bien emmener si Caroline acceptait de l'engager comme chanteuse. La productrice refuse. Sa petite voix, presque ridicule, n'aurait aucun succès. En revanche, le petit numéro comique de Joséphine plairait bien. Elle est irrésistible quand elle danse, et puis elle est tellement sexy. Elle est faite pour Paris. Quand elle est arrivée en 25, c'était dans le Paris des années folles, où tout se créait à Paris. La journaliste Jacqueline Cartier. Il y avait un bouillon de culture formidable. Et elle est arrivée dans une ville qui était vraiment, à l'époque, une capitale mondiale très importante. Alors, ce qui l'a certainement étonnée, c'est qu'elle est arrivée aussi dans une capitale où le fait d'être noire et d'avoir un drôle de chapeau et d'être habillée de vert et de jaune ne choquait personne. Et c'est quand même Paris qui, en une nuit, l'a faite vedette. Elle ne pouvait pas oublier ça. Je pense que c'est ça aussi le fait qu'il a attaché à la France. C'est que la France lui a donné tout de suite une reconnaissance. Mais vous savez, mon pays, c'est Saint-Louis, puisque vous savez, j'étais née à Saint-Louis. Mais Saint-Louis, c'est une chose et Paris, c'est une autre. Parce que n'importe où ce qu'on est dans le monde, on retourne toujours à ses premiers amours. Avec la Revue Nègre, les Français découvrent que les Américains ont une culture qu'ils n'imaginaient pas. Une culture qui est noire et qui repose sur une drôle de musique, le jazz. Joséphine Baker symbolise cette découverte. Chacun a pour Joséphine les yeux de Christophe Colomb pour l'Amérique. Une terre nouvelle sur laquelle on est prêt à semer toutes les paillettes du music hall pour les transformer en rêve. Dans ta chose, avant de se mettre au vieux, j'apprends la géographie, la Chine et la Manchurie, les frontières, les rivières, le fleuve jaune et le fleuve bleu. Y a même l'amour, c'est curieux, car Roselawn file du milieu. C'est moi qui suis sa petite, son ananas, son ananas, son anamite. Je suis vive, je suis charmante, comme un petit oiseau qui chante. Il m'appelle sa petite bourgeoise, Satan qu'il moise. D'autres rient pour les 12 yeux, mais c'est moi qui l'aime le mieux. Après le théâtre des Champs-Élysées, la Revue Nègre part en tournée sans Joséphine. Joséphine Baker est engagée pour être la vedette des Folies Bergères. La revue s'appelle Folie du jour et la jeune américaine se produit dans un décor africain qui mêle indigènes noirs et explorateurs blancs. Dans cette jungle de carton-pâte, Joséphine danse en tutu de banane, un costume qui l'immortalisera. Je trouve que les bananes m'ont aidé beaucoup. Et je suis très reconnaissante des bananes. De reste, je les aime bien. J'aime pas trop les manger parce qu'on a peur de le faire de mal. Cela fait à peine un an que Joséphine Baker est à Paris. Et elle fait déjà la mode. Les femmes portent leurs cheveux comme elle, plaqués sur le crâne. On vend du Baker Fix pour tenir ses coiffures. Les boutiques proposent aussi des pommades, des parfums, des costumes, des poupées Joséphine Baker. À 20 ans, on publie déjà ses mémoires dans la presse. Joséphine est en train de devenir une reine du music hall. Les souvenirs, si vous voulez, commencent avec Joséphine en 1959. Lynn Renaud. Je venais de décider de donner le tournant à ma carrière et de reprendre la tradition du Casino de Paris en menant des revues à grand spectacle. Elle était à Copenhague. Elle avait lu dans la presse que je faisais ça.
je suis allée. Elle m'a dit « Oh, je suis si heureuse. Vous êtes tellement faite pour ça. Et qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Est-ce qu'il y a quelque chose où vous êtes en peine ?» Alors je lui ai dit « Oui, Joséphine, l'escalier me fait peur. » C'était à la fois psychologique et physique. Elle est revenue de Copenhague 10 jours avant et tous les matins, elle m'a fait répéter. Mais sans un photographe. Il y avait qu'elle et moi et une petite lumière de scène et l'escalier. Elle m'apprenait surtout de mettre les pieds un peu, j'ose dire un peu en canard, et surtout que le talon de votre chaussure touche la contre-marche. C'est-à-dire pas mettre votre pied n'importe où sur la marche. Elle connaissait les défauts de l'escalier du Casino de Paris où il y avait quelques marches. La huitième qui était plus haute que les autres, la 14e qui était plus étroite. Jamais regarder en bas, parce que quand on regarde en bas, ça donne le vertige, et de toujours regarder droit devant soi en se fixant le bord du balcon comme point de chute pour votre regard. Joséphine n'a jamais été une femme d'affaires. La suite de sa vie le confirmera amplement. Alors comment fait-elle pour commercialiser son nom sur les parfums, les accessoires de mode, etc. Derrière les affaires de Madame Becker se cache un homme, son nouvel amour. Avec sa petite moustache de danseur de tango, son monocle de petit marquis et ses allures de dandy, le comte Abatino séduit tout Paris. Les mauvaises langues en font un gigolo. Joséphine en a fait son hidalgo. Il la protège et gère sa fortune à la manière d'un grand-duc. Or, Pépito, comme ses amis l'appellent, va montrer qu'il a des ambitions pour Joséphine. Il veut qu'elle retourne à New York, qu'elle fasse partie de l'une des troupes les plus prestigieuses des États-Unis, les Ziegfeld Follies. Il avait fait engager dans les Ziegfeld Follies Jacqueline Cartier. Ce qui n'était pas d'hier et qui avait mal tourné parce que aux États-Unis, la star des Ziegfeld Follies, c'était tout simplement Fanny Brice, qui était la femme du producteur. Alors Joséphine avait été très minimisée dans la revue, finalement on l'avait un peu éclipsée et de plus la presse avait été mauvaise parce que encore une fois c'était bien avant-guerre et on était encore très raciste. Le comte Abatino perd la confiance de Joséphine. Il rentre seul en France pour se faire soigner une hépatite. En fait, il s'agit d'un cancer. Joséphine apprend sa mort à New York. Tout le monde reconnaît que c'est la mort d'un grand amour. On ne sait toujours pas si Joséphine Becker et le comte Abatino s'étaient mariés. En revanche, Joséphine a bien épousé le 30 novembre 1937 Jean Lion, courtier en sucre. Paul Derval, le patron des Folies Bergères, a été convié comme témoin. Le mariage durera 14 mois. Pour Joséphine, cette union reste attachée à un événement important. Elle a acquis la nationalité française. Je suis française et j'en suis très fière parce que j'étais adoptée par la France à mon tour, mais je me considère surtout citoyenne du monde. Et quand elle s'est engagée dans les services secrets... Jacqueline Cartier. Et c'était juste avant la guerre avec le capitaine Apthey. Et c'est avec lui qu'elle est partie en Afrique du Nord. Et c'est d'Afrique du Nord qu'elle est passée au Portugal pour une tournée. Et que sur ses partitions, il y avait à l'encre sympathique le détail des défenses allemandes sur l'Atlantique qui sont passées ainsi à l'ambassade d'Angleterre. Et le commandant Paillol, qui a écrit d'ailleurs ses mémoires, consacre des lignes à Joséphine
pour expliquer pour dire que il n'est peut-être pas exagéré de dire que le sort de l'Angleterre a tenu sur la partition de J'ai deux amours. Sur la rive, parfois, au lointain j'aperçois un paquebot qui s'en va vers lui jetant les bras et le cœur battant de moi à mi-voix. Doucement je dis, emporte-moi. Ces deux amours, ton pays est Paris, par toujours, ton cœur est ravi, ta savane est belle, mais à quoi bon nier Ce qui m'en sorcelle, c'est Paris, Paris tout entier. le voir un jour, c'est ton rêve joli. J'ai deux amours, mon pays est Paris. Elle était très discrète sur tous ces problèmes de résistance et tout. Elle était très très discrète. Jean-Marie Prolier. On a appris les choses petit à petit comme ça. On a su un jour qu'elle participait dans un grand gala au Palais de Chaillot. On a su comme ça qu'elle était très près de Gaulle. Mais sinon, elle-même en parlait très peu. C'était une période passée. Elle avait même alors bien qu'américaine, elle avait le côté très franchouillard, drapeau. Et pour elle, De Gaulle, c'était le summum. Elle était très cocorico. D'ailleurs, en 68, elle est arrivée avec le drapeau français sur la scène. En 1947, Joséphine Baker se remarie pour la 4e ou la 5e fois. Une incertitude planera toujours à ce sujet. Cette fois, elle est certaine d'avoir rencontré l'homme de sa vie. Il est chef d'orchestre et s'appelle Jo Bouillon. Jo Bouillon, c'était quelqu'un de très sympathique. Et ce qu'il y a de certain, c'est que quand il a connu Joséphine, Jacqueline Cartier. c'est après la guerre, quand elle est rentrée en 1945, dans son uniforme de lieutenant de l'armée française, parce qu'il ne faut pas oublier qu'elle a été décorée de la Légion d'honneur à titre militaire et qu'elle a eu une action dans les services secrets, une action très importante. Alors, Joséphine, donc, est arrivée au studio du Poste parisien, et il y avait Jo Bouillon qui faisait une émission avec son Big Band. Et elle lui a dit, je suis chargée par le général de Lattre de Tassigny de faire une tournée en Allemagne occupée, et je voudrais que ce soit vous qui m'accompagnez. C'est comme cela que Jo Bouillon a été embarqué par Joséphine, mais il a été embarqué beaucoup plus que pour une tournée, parce qu'il a été embarqué pour sa vie, car au fond, il lui a dévolu le restant de son existence. Deux personnages et un événement vont être déterminants dans la vie de Joséphine Baker. Le premier personnage concerne sa vie sentimentale. Nous venons de l'entendre. Joséphine s'est remariée. Avec Jo Bouillon, elle sent qu'elle peut tout entreprendre dans la vie. Deuxième personne à compter au nombre des rencontres déterminantes, une femme, la princesse Grâce de Monaco. Elles se sont vues pour la première fois à New York. Joséphine, après le spectacle, avait insisté pour aller dans le club le plus élégant de la ville, le Stork Club. Elle a donc voulu, après un spectacle où elle faisait des triomphes, absolument, elle a voulu aller au Stork Club. André Levasseur. Ce Stork Club était un endroit très snob de New York, qui marchait très, très, très bien, qui était très élégant, et où les Noirs n'étaient pas reçus, ou en tous les cas étaient reçus un peu à la grimace, et plus que ça, parce qu'on ne voulait pas les servir. Enfin bref, ils se sont installés avec leurs amis, et tout le monde, tous les Blancs étaient servis, et elle a attendu 1 heure, et elle a fait un esclandre, parce que comme toujours, elle n'acceptait pas. Et ce qui est l'histoire, c'est que la princesse Grace, qui était Grace Kelly, donc à l'époque, était une débutante au cinéma. Mademoiselle Kelly était dans la salle avec un ami, et elle a assisté à la scène.
Et plus tard, elle lui dira « Je ne sais pas si j'aurai le courage que vous avez eu ce soir-là ». Enfin, l'événement qui va décider Joséphine à se lancer dans une entreprise qui étonnera tout le monde et qui forcera l'admiration, c'est un drame. Vous savez, le drame qu'elle a eu, c'est que en Afrique du Nord, pendant la guerre, elle a subi beaucoup d'opérations, car elle a eu des occlusions intestinales, et elle a été enceinte. Et elle a perdu ce bébé. Et le chirurgien qui l'a opéré lui a dit « Madame, vous ne pourrez plus avoir d'enfant ». Et ça a été le drame de sa vie. Joséphine Baker sait qu'elle ne pourra jamais avoir d'enfant. Mais elle n'accepte pas de vivre sans enfant. Elle ne renonce pas non plus à combattre le fléau qui l'a fait tant souffrir en Amérique, le racisme. Alors Joséphine décide d'adopter des enfants, de toutes les races, de toutes les religions. Elle veut prouver au monde que les hommes peuvent vivre comme des frères. Jo Bouillon est prêt à tenter l'aventure. Grace Kelly, devenue princesse de Monaco, sera la bonne fée qui interviendra dans les moments de désespoir. Tout va changer dans la vie de Joséphine Baker. Joséphine Baker a acheté le château des Milandes en 1936. 18 ans plus tard, en 1954, les Milandes accueillent son premier enfant, Akio. Il est coréen et Joséphine l'a ramené d'une tournée au Japon. Avec son mari, elle s'est entendue pour adopter 4 enfants. Un noir, un blanc, un jaune et un indien. Ce sera la famille arc-en-ciel. Joséphine adopte ses enfants au cours de ses tournées. Ils sont bientôt 6 à habiter les Milandes. Jo Bouillon tente de la retenir. 6 enfants, c'est suffisant et ça coûte cher. Joséphine, pendant quelques années, calme ses ambitions maternelles. Mais elle ne résiste pas longtemps. Elle revient avec d'autres enfants. Finalement, ils seront 12 à porter le nom de Bouillon Baker. 12 à vivre une sorte de conte de fées dans un château du Périgord. La vie aux Milandes était une vie assez particulière, évidemment. Il faut s'imaginer donc 12 enfants de toutes les couleurs, un château, un parc. Briand Baker, l'un des 12 enfants de Joséphine. Beaucoup de gens dans ce château, enfin c'était très vivant à l'époque. Nous avions des gouvernantes, des précepteurs, ma mère et mon père qui étaient un peu les rois et reines du château, et nous, les petits princes de toutes les couleurs. Enfin, je peux dire aussi que ça faisait un peu, quelque part aussi, colonie. Ce qui est sûr, c'est que, comparé aux autres, on avait le sentiment de ne pas être tout à fait normal, quand même. De par nos noms, de par notre manière de vivre, de par nos origines. Et c'était un petit peu gênant. Mais pas insurmontable, évidemment. Donc, on était tous repérables très vite par non seulement tous les élèves, les professeurs non plus dans l'ensemble. Enfin, c'est sûr que malgré tout, les professeurs et autres directeurs surveillants en général nous faisaient quand même de temps à autre des remarques. Quand on faisait des bêtises, du genre, c'est pas parce que vous êtes les fils de Joséphine Baker qu'on va vous laisser passer, les profs aussi de temps à autre. Les élèves, moins. Ils ne se discutent pas, mes enfants. Exactement. Le seul problème auquel ils se discutent, ils n'aiment pas qu'on dise, par exemple, quelle race êtes-vous? Ils répondent la race humaine. C'était la voix de Joséphine qui parlait toujours de ses enfants avec passion. Je me souviens très bien que le jour où nous sommes arrivés aux Milandes, c'était le jour de la prise de l'Odéon. Jacqueline Cartier.
Et d'ailleurs, elle a suscité une discussion entre les enfants sur qui avait raison, qui avait tort, est-ce que les étudiants avaient le droit de se révolter, etc. Et elle ne prenait pas parti. Ce que j'ai beaucoup aimé chez elle, c'est qu'elle n'a pas pris parti dans cette discussion, parce qu'il y en avait qui étaient pour et d'autres qui étaient contre. Et elle a dit, mais enfin, ici, nous sommes en démocratie et chacun a le droit de dire ce qu'il veut. L'éducation des enfants que Joséphine a décidé d'entreprendre a pour objectif un rêve qu'elle caresse depuis longtemps, même si elle se défend d'intervenir dans le choix de leur avenir. Mon fils est né à Kyo, de Corée. Il a 16 ans. Oui. Il veut être diplomate pour unir les peuples et les pays. Vous voyez? J'ai un autre enfant, Mara, indien de Venezuela. Eh bien, lui, il voudrait être chirurgien pour un jour retourner dans son pays et aider des pauvres et malheureux indiens. Moïse va être avocat pour défendre les Milandes, parce qu'il estime il a dit, j'ai un peu de peine, maman, de penser que si peu de personnes ont compris ce que tu as voulu faire en nous, n'est-ce pas, nous mettons tous ensemble. Notre mère n'a jamais voulu qu'on soit artiste de son vivant. Brian Becker. Quand on était encore enfant, elle avait déjà choisi pour nous les futures carrières. Bon, nous, on acceptait sans trop réaliser. Et puis elle pensait que tous ces métiers variés, divers, serviraient aussi la cause commune des Milandes. Alors nous, on était d'accord, mais on était gamins. Adolescents, on a commencé déjà à ne plus être tout à fait d'accord. Elle s'en est rendue compte et d'ailleurs, elle n'a pas trop insisté quand même. Nous étions réveillés en général par ou une gouvernante ou un de nos précepteurs. Nous allions embrasser notre mère dans sa chambre. Donc il y avait un petit côté comme ça un peu victorien quand même dans notre éducation. Ensuite, bon, petit déjeuner avec elle, nous tous, et puis il y avait aussi quelques parents qui étaient avec nous, notre oncle et notre tante. Bon, dans la journée, il arrivait que ma mère nous demande de donner un coup de main aux jardiniers, par exemple. Comme on était assez nombreux, et notamment beaucoup de garçons, on faisait des matchs de rugby ou de foot. On était déjà 10 garçons, c'était pas mal. On allait aussi dans la campagne avoisinante où on avait quelques copains. La cloche du château sonnait à midi et le soir pour les heures de repas pour appeler tout le monde. Bon, après-midi, ça pouvait encore être jeu, ça pouvait être aussi... Ma mère tenait à ce qu'on soit quand même éduqué au niveau donc culturel, même pendant les vacances. Elle a fait venir aussi des professeurs particuliers qui nous apprenaient nos langues d'origine, nos religions d'origine, et aussi les coutumes. Les gens m'ont demandé, mais pourquoi les différentes religions? Parce que j'estime, et j'ai dit, puisque les différentes religions, c'est une expression de l'âme. Et enfin, c'est Dieu le Père de tout le monde. Alors, et c'est une expression. Donc, pourquoi si une personne sent, n'est-ce pas, une religion d'une façon et l'autre, il faut. Et après, en plus de cela, et il y a une sorte de discrimination entre les religions et dans les religions. Elle voulait d'ailleurs qu'on parle anglais, donc il fallait parler anglais au dîner et pas un mot de français pour améliorer notre anglais. Il lui arrivait d'ailleurs après le dîner c'était soit télé, après le dîner, soit retrouvailles dans sa chambre et où elle nous racontait des histoires en anglais, là encore, pour qu'on se familiarise avec la langue. Puis finalement, on finissait par se coucher quand même. Après avoir fait d'ailleurs une prière plus ou moins obligatoire. Les Milandes, ce n'est pas qu'un grand château où vit une famille nombreuse. C'est aussi une entreprise invraisemblable pour l'époque. Un immense parc d'attractions avec une guinguette, un théâtre, des jeux, des restaurants et une piscine en forme de J, comme font les stars d'Hollywood. Lynn Renaud s'en souvient encore. Elle avait fait un hôtel pour pauvres,
un hôtel pour gens de classe moyenne et un hôtel pour gens très riches, avec les robinets en or, le super luxe, et une petite église avec une Vierge noire, un musée avec tous les costumes, les cadeaux, tout ce qui appartenait à Joséphine Baker. Les Milandes demandent à être gérées comme une véritable affaire industrielle. Or, Joséphine est une meneuse de revue, pas un capitaine d'industrie. Elle court aux Milandes entre deux représentations. C'est-à-dire le mardi, c'était relâche à l'Olympia, donc le lundi soir, elle partait, en 60, elle partait avec une camionnette et son jardinier qui venait la chercher. Jean-Marie Prolier. Et alors, vous voyez, les bêtises qu'elle pouvait faire, elle achetait des salades au Halles à Paris, elle les achetait moins chères, au rabais, parce que c'est des salades déjà cuites, enfin, des salades cuites, c'est le cas de le dire, elles étaient plus très fraîches. Le temps de les rapporter aux Milandes, de les passer en salle dans son restaurant, comment voulez-vous, dans quel état étaient les salades, donc elle flanquait en l'air des tas de choses. Un jour, son chef cuisinier a dit, Cocatrix était allé visiter les Milandes, et il essayait de la sauver, mais bon, il va là-bas, il fait une inspection, il voit le chef qui lui dit, oh, vous savez, madame fait des achats inconsidérés, au lieu d'acheter tout ici, c'est difficile, elle croit faire des affaires, puis la pauvre, on la roule, voyez-vous, là, elle me rapporte 25 poulets complètement nazes, bah, qu'est-ce que vous voulez, je vais en faire une terrine. Et quand Cocatrix s'est passé au restaurant après, le maître d'hôtel lui dit, je vous recommande, nous avons une excellente terrine de gibier. Alors évidemment, le poulet un peu faisandé, ça passait en gibier. Et Joe Bouillon, je crois donc, a vraiment s'est lassé, et à la fin, il n'en pouvait plus. André Levasseur. Il a dit, non, tu ne peux plus adopter des enfants. Et il est parti donc quelques années avant la fin des Milandes. Et ça, donc, pour en revenir à cette question, c'est je crois qu'elle y en a beaucoup voulu. Elle ne lui parlait pas, elle ne voulait pas le voir. Elle est allée en Amérique du Sud où il était parti, il était monté une affaire là-bas. Et donc, elle ne le voyait pas. Les problèmes d'argent de Joséphine Baker commencent à devenir préoccupants. Elle était très professionnelle, elle voulait toujours que ce soit le mieux possible, ce qui était d'ailleurs très très bien. Et puis elle avait des petites manies. André Pousse. Comme elle avait beaucoup d'enfants à nourrir, elle tirait de l'argent de tous les côtés. Hein. Pour vous donner un exemple, une fois elle vient à mon bureau, j'avais un bureau aux Champs-Élysées, au coin de la rue Marignan, et je lui demande des photos parce que je devais l'envoyer faire une série de galas en Espagne et j'avais plus de photos. Je lui dis, dis-moi Joséphine, il faudrait que tu m'apportes des photos. Elle me dit, des photos, pourquoi faire? Je lui dis, pour afficher à la porte de l'établissement où tu te produis. Elle me dit, t'as qu'à aller dans toutes les librairies en acheter, il y en a partout. En partant, elle me dit, t'as pas 1000 balles pour mon taxi? Je lui dis, si, bien sûr. Et puis je vais sur la terrasse, j'en étais sûr, je regarde et je l'ai vu monter dans le métro. Elle m'écrivait à Las Vegas, elle avait eu un autre rêve. Elle me dit, quand elle avait les Milandes. Lynn Renaud. Alors elle avait essayé de contacter Brigitte Bardot pour que Brigitte, c'était la pleine vogue de Brigitte, que Brigitte lui donne de l'argent pour sauver les Milandes. Mais personne ne pouvait sauver les Milandes. Elle aurait ruiné tout le monde. Tout le monde pouvait donner sa fortune entière. Les Milandes étaient impossibles à sauver. Et elle m'écrivait à Las Vegas, elle me disait, réunis la colonie blanche qui m'aime et la colonie noire, fais des galas de charité pour les Milandes, explique-leur. Mais je disais, Joséphine, c'est impossible, je voudrais bien. Milande, elle présente pour moi un grand idéal. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas compris, comme M. Papaya, comme M. Joly, comme d'autres messieurs autour de eux qui ont acheté les Milandes pour une bouchée de pain, tout ça bien monté, pièces montées, on peut le dire. C'est pour cette raison que je demande et je fais un appel à toutes les mères de famille et toutes les femmes, parce que les Milandes, c'est une histoire de famille, de femmes, enfants, etc. Et idéal, car nous sommes plus ou moins, quelquefois, monsieur, je m'excuse, un peu plus idéalistes les femmes que les hommes. Ils changent et nous autres, on continue nos idées. J'ai besoin de ces mères de famille, de femmes, de bonne volonté qui viennent ici au Milan de me protéger, car je n'ai pas le moindre
aime l'idée de quitter. Je ne partirai pas de Milande. Voyant Joséphine dans le désarroi, le général de Gaulle veut intervenir. Il écrit à sa compagne de résistance, « Madame, si nous pouvons vous aider, la France vous propose de le faire. » Joséphine relève la tête et lui répond, « Mon général, j'ai fait des bêtises. La France n'a pas à payer mes bêtises. » Nous, on n'a pas très bien compris. Brian, l'un des enfants de Joséphine. Finalement, on nous l'a appris et expliqué une fois qu'il a fallu partir du château des Milandes. Donc là, on a compris qu'il y avait des gros problèmes d'argent et que c'était la ruine, quelque part. Mais une ruine dorée, puisqu'on partait du château des Milandes sur Paris et qu'on allait habiter dans une des avenues de l'Étoile. Paris, pour nous, ça représentait la ville lumière où on allait une fois l'an s'acheter un mois à l'avance les cadeaux de Noël, les vêtements, on faisait tous les restaurants, on était invité chez tous les amis de ma mère, on y restait quelques jours, on se faisait repérer partout dans les grands magasins, aux Galeries Lafayette et au Printemps. On avait 2 personnes détachées spécialement pour nous, pour les cadeaux, les vêtements et tout. Il y en avait pour 3 jours d'achat et enfin pour nous Paris c'était assez magique. On a réalisé un peu plus tard que ça, pour elle surtout, ça a été très grave et que ça l'a blessée. Je crois que les enfants n'ont pas pu subir tellement de changements. Jacqueline Cartier. Sauf que lorsque vraiment il n'y avait plus d'argent, bon, quelquefois, les jouets se faisaient rares, bien entendu, mais dès qu'elle faisait une tournée et qu'elle retouchait de l'argent, les jouets revenaient en pagaille. C'était continuellement la montagne russe. Mais les enfants n'ont certainement jamais souffert du fait de Joséphine, même si elle n'avait pas d'argent. À cette époque de cruelles difficultés pour Joséphine Baker, la chance a voulu qu'on me demande de m'occuper d'un cabaret qui s'appelle aujourd'hui La Belle Époque. Et j'en ai parlé avec Joséphine, et Joséphine m'a dit avant la guerre, j'avais un cabaret aux Champs-Élysées, pourquoi pas près de l'Opéra. Et on a baptisé ce cabaret chez Joséphine, et elle allait venir chanter là 20 ou 30 chansons tous les soirs, malgré sa fatigue. Et puis un soir, la princesse Grace, qui était venue avec André Levasseur applaudir Joséphine, la princesse lui propose non seulement de venir vivre à Monaco avec ses enfants, mais aussi d'être la vedette de son gala de la Croix-Rouge. La princesse Grace était une femme très simple, sympathique, gracieuse, élégante, admirative et respectueuse de ma mère, ce qui était réciproque d'ailleurs entre elles. Brillante Becker. Quant à la princesse Grace, par la suite, sur Paris, elle a essayé d'aider certains d'entre nous dans leur carrière professionnelle. Moi, personnellement, elle m'a aidé à l'époque où j'ai commencé à prendre des cours de théâtre et à tourner des petits rôles en télé. Elle m'a conseillé, présenté à certaines personnes et donné quelques coups de main. Ça m'a été utile et puis tout ça a été fait, je dirais, d'une manière très simple et très sympathique. Et elle était un peu comme une parente, un peu comme une fée. Joséphine, ruinée, remonte la pente à force de courage. Monte-Carlo a été un succès. Ses amis retrouvent sa bonne humeur et sa vitalité qui font son charme. Je me souviens lorsqu'elle faisait la revue de l'Olympia en 60, j'avais à l'époque un bistrot, c'était mon premier bistrot, j'ai toujours eu la folie d'avoir des bistrots. Jean-Marie Prolier. Joséphine venait tous les soirs et comme elle ne voulait pas payer de taxi, c'était Ginette, sa fidèle habilleuse, qui l'a ramenée sur son petit scooter. Elle avait une Vespa, elle envoyait Joséphine, elle avait une jupe en travers, elle remontait sa jupe en sortant de l'Olympia, on voyait ses grandes jambes là sur ce petit scooter et ça partait. Alors cette espèce de cette grande femme élancée, avec Ginette qui est pas très grande, une petite boulotte qui conduisait, un petit Jules là qui suivait. C'était vraiment irrésistible. C'est un oiseau des îles. C'était un oiseau des îles. Lynn Renaud. J'ai un autre souvenir, un jour on se retrouve dans le même avion. Je crois que c'était pour aller au Danemark. Elle était avec 3 de ses gosses qui étaient en bas âge. Et d'un seul coup, Joséphine qui traverse l'avion avec le pot de chambre.
le pot de chambre à la main. Bon, je vous ai dit qu'elle était comme une enfant, mais elle était aussi comme un animal. Jacqueline Cartier. Et c'est peut-être ça qui fait que Joséphine ne ressemble à personne, parce qu'elle avait à la fois la dimension d'une personnalité très intelligente et qui a une vue future du monde, et puis en même temps, elle avait gardé, Dieu merci, elle avait gardé son instinct d'animal. Et alors, par exemple, pendant ces répétitions de Bobino qui étaient si importantes pour elle, André Levasseur lui disait quand on répétait un passage dont elle n'était pas. Et il lui disait, allez vous reposer dans votre loge, Joséphine. Non, 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 je reste là, je reste là. Alors elle restait dans la salle, mais elle se mettait par terre, en boule, et hop, elle dormait. Comme elle avait besoin de beaucoup d'argent, elle avait seulement un piano. Lynn Renaud. Non, elle avait même plus de pianiste. Elle arrivait avec ses partitions, elle le donnait au chef d'orchestre du Tivoli. Et pendant qu'elle se changeait, elle avait un changement qui faisait au moins 5 minutes, avec une robe de chez Dior très compliquée à mettre. Elle laissait la scène vide pendant 5 minutes. Et elle faisait rire tout le monde en parlant dans les coulisses. Elle parlait de leurs grands-parents, elle racontait des histoires qui lui étaient arrivées à Copenhague. Elle laissait la scène vide comme ça, et puis d'un seul coup, elle arrivait dans cette robe superbe de chez Dior. Et c'est incroyable de faire rire en restant en coulisses. Joséphine, c'est Paris. Elle veut faire sa rentrée à Paris. Avec André Levasseur, nous lui cherchons une salle pour monter le spectacle qui avait eu tant de succès à Monte-Carlo. Elle voulait faire sa rentrée au Casino de Paris. Lynn Renaud. Et elle me disait, je t'en supplie, aide-moi. Mais le Casino de Paris ne dépendait pas de moi. Ça y est, moi j'avais fini mes contrats, j'étais avec elle. Mais Joséphine n'était plus assurable à cause de sa maladie de cœur. Donc c'est très difficile pour un producteur d'investir des sommes d'argent considérables quand vous ne pouvez plus assurer votre vedette. Elle me disait, je voudrais dire au revoir par la grande porte, là où j'ai commencé, le Casino de Paris. Et alors un jour, Jean Botson, qui était le propriétaire de Marigny et de Bobino, était un fan de Joséphine. Il avait à peu près son âge, donc ça lui rappelait aussi toute sa jeunesse. Et tant pis si elle n'était pas assurée, il voulait donner cette joie à Joséphine. Alors elle m'appelle avec elle, elle dit, qu'est-ce que tu penses, Bobino? C'est pas la grande porte, Bobino. Et je lui ai répondu, mais Joséphine, là où tu iras, même si tu vas dans un garage, tu feras de ce garage la grande porte. Paris retrouve Joséphine Baker. Le succès est énorme dès la première représentation. Michel Simon, fou de joie, monte sur scène pour la féliciter et la prendre dans ses bras. Le final durait 20 minutes. Nous, on était en larmes parce que c'était quand même émouvant. Jean-Marie Prolier. Elle marchait simplement. Elle traînait sa cape de cygne. Et puis elle était vraiment presque nue, quoi. Ce corps extraordinaire, elle avait une façon de marcher en balançant les hanches. Je peux vous dire qu'elle pouvait donner des leçons à n'importe qui. Et elle marchait, elle regardait les gens. Elle ne pouvait pas parler puisque les gens hurlaient. Alors l'orchestre continuait à jouer. Et les gens hurlaient, Joséphine, on t'aime, reste avec nous et tout. Alors nous, on chialait, on était comme des malheureux derrière parce qu'on n'avait jamais vu ça et entendu ça. Et les gens lui parlaient parce qu'ils savaient qu'ils pouvaient lui parler. Mais pour eux, c'était quand même Joséphine, la grande Joséphine, avec son auréole, quoi. Et sur le plan du spectacle, c'est la plus grande émotion que j'ai eue. « 17 représentations vont se succéder avec la même ferveur. Et puis, un après-midi, alors que je devais tourner pour la télévision avec Joséphine Baker, elle s'est pas réveillée. J'ai très vite appris la nouvelle, le drame, une congestion cérébrale. Et j'ai vu cette femme dans le coma. Lynn Renaud. Et je ne pouvais pas croire que la femme, en plein contrôle de ses moyens que j'avais vus 4 jours avant, contrôler toute une troupe, contrôler sa voix, contrôler ses gestes, contrôler son rythme, son rire, descendre dans la salle, danser encore, c'est-à-dire qu'elle bougeait bien son corps, elle est enfin en pleine possession de ses moyens. Je ne pouvais pas croire que c'était d'un seul coup comme un pantin à qui on a coupé tous les fils. Moi, je crois que Joséphine est morte de joie. Je suis persuadée de ça.
Je suis persuadée qu'elle est morte de joie parce que, d'abord, elle voulait faire une revue et faire ses adieux à Paris. Et je crois que c'était son rêve final réussi. Elle savait que le public était là puisqu'il y avait 6 mois de location. Elle savait qu'elle avait fait une grande porte de Bobino et que le monde entier venait la voir. Donc, elle est partie en joie. Bye bye. Vous venez d'écouter Destins extraordinaires, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation, Julien Tarot. Production, Romy Azoulay. Patrimoine sonore, Sylvain Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Destins extraordinaires est disponible sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi l'épisode suivant en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute.